Hey, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Rigo, take a seat, non? Lelo toko solo là, ma solo yakati. C'est important. PDG, let's get it! We hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. Hustle, baby. The chairman. De retour sur WeHustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un survivant, un homme déterminé et déterminant. L'homme que l'on nomme Kweta Ndosimo. Take a seat. Salut Kweta. Salut. Comment tu vas? Salut, ça va très bien, ça va très bien. Tu vas bien? Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de t'être déplacé. Tu as une histoire vraiment particulière. Tu reviens de loin, de très loin. Et il était important pour nous de relater ton histoire, d'échanger avec toi et que tu nous parles de ta vie qui est tout simplement dingue. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Ben, je suis Kweta. Je suis né à Kinshasa. Hein. Un petit Quinois qui est né, grandi à Kinshasa. Et famille de 6, je suis au milieu. Et voilà, si je peux dire. C'est très bien, c'est voilà. Très bien. Voilà, moi j'ai lu ton livre, j'ai étudié ta vie. Hein. C'est important. Tu disais que ton papa avait plusieurs enfants aussi. Oui, mon père, mon père, il a eu beaucoup d'enfants, si je peux dire. Il a eu deux femmes légitimes. Et il y avait donc il a eu trois femmes en fait. Et moi, je suis l'enfant du deuxième. Et voilà. Je suis grandi avec des mamans. Donc, j'avais les repas de ma mère et les repas de la maman Koulout qu'on appelle. Maman Koulout, c'est la grand-mère. D'accord. La mère qui était la première femme. Ok, la première femme. D'accord, très bien. Elle nous a élevés comme. Il n'y a pas eu de jalousie? Non. Jamais? Peut-être oui, mais pour nous, on était accueillis. C'était notre mère, quoi. Elle nous a tout donné. Elle nous a donné comme elle donnait à ses enfants. Mais entre femmes, ça, j'étais petit, je peux pas vous le dire, mais pour moi, j'ai des super souvenirs des Mambouta, quoi. D'accord, ouais. D'accord. Parce que tu sais, nous, encore une fois, c'est des situations qu'on connaît un petit peu, même dans nos cultures, etc. Quand il y a plusieurs femmes parfois dans le foyer, tu sais, ça peut bien se passer, comme ça peut créer des frictions. Ouais, je sais. Il y a eu toujours des frictions, ça c'est sûr. Mais en tout cas, nous, les enfants, on était épargnés. D'accord. On était épargnés. D'accord. Donc, voilà. Ah, c'est très bien, Kweta. Moi, je voudrais que tu nous parles du Zaïre dans les années 70, 80, sous le règne de Mobutu. D'accord? Il était comment le pays? Je veux que tu nous dises tout simplement. En tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'était les Zaïre de Mobutu. Moi, je suis zaïrois. Je suis né à cette époque-là. Et j'étais comme on dit que Mobutu c'était dictateur, mais nous on a vécu avec un président qui, surtout mon père, mon père il est vécu à notre époque, nous on est vécu notre époque. Et Zaïre à l'époque c'était chaud, quoi. C'était Kinshasa. Aujourd'hui rien n'a changé, c'est encore pur. Mais à cette époque-là, déjà, ça commençait, nous, on a vécu les dégradements, quand ça commençait à se dégrader
voilà, donc on était à Kini, on traînait à Kini, on allait à l'école, on rentrait, on voyait des choses qui s'est transformé au fur et à mesure. Par exemple, dans la maison, tu vois que la nourriture, on mangeait 2 fois par jour, tout d'un coup, 1 fois par jour, tout d'un coup, on comprend pas. Au fur et à mesure, tu réalises que, voilà, c'est chaud, quoi. Mais c'était Kin Label, c'était la musique, c'était le sport. Moi, je m'étais réfugié beaucoup dans les sports et la musique aussi un peu, puisque quand t'es quinois, tu touches à tout. Et c'est ça qui nous faisait vivre, quoi. On était après l'école, donc on faisait un peu la boxe par-ci par-là. Et j'avais des grands frères qui nous amenaient dans des coins de Kinshasa un peu lointains pour faire des combats pirates, machin, pour gagner un peu de sous. Et les cinémas, à l'époque, il y avait encore le cinéma. Et voilà, moi, j'adorais le cinéma. Et quand j'ai gagné un peu de sous, j'ai traîné dans le cinéma, quoi. Donc, c'était Kinshasa Label. Et au fur et à mesure que tu découvres que, voilà, après, tu commences à te découvrir toi-même. Et tu vois que, voilà, la famille, il faut faire quelque chose. Et des parents mon père, il était vieux. Et tu découvres que ton père, il peut rien faire. Donc, il faut que tu te démerdes toi-même. Et là, on commençait à avoir des idées, quoi. Comment on peut faire, comment on peut s'en sortir, où on peut aller. Et voilà, donc on traînait les groupes en groupe, les quartiers en quartier. Et voilà, c'est là où j'ai découvert aussi l'Angola, pour partir en Angola. On va y venir. Voilà, donc c'était par des potes, quoi. Donc on passait notre temps en groupe et en bande, et il y avait des problèmes qui commençaient à surgir, et il faut protéger le quartier. Moi, j'étais entre guillemets fort, soi-disant, mais moi, j'étais juste là pour aider mes potes qui étaient moins forts, soi-disant, donc qui étaient des faibles. Donc voilà, donc. Mais tu vois, sans te couper, tu te parlais de boxe. Tu as été inspiré notamment par Mohamed Ali. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Kinshasa a été bougé. Donc, c'était une énergie, ces combats-là. Il y avait une énergie qui a circulé à Kinshasa. Mais moi, c'était pas forcément ça. Moi, j'avais un grand frère qui s'appelait Cartouche, que je cite aussi dans Persévérance, qui était un boxeur que j'adorais. Et j'étais vraiment très, très petit. Et je me levais très tôt pour aller lui voir quand il frappait les sacs les matins. Il frappait les sacs très tôt le matin. Et moi, j'étais obligé de me lever tôt pour me planquer et le regarder frapper les sacs. Et moi, je pensais que je me planquais, mais en fait, il me voyait. Un jour, il a regardé la direction là où j'étais. Et toi, viens ici. Et sors de là, viens. Et c'est comme ça. Il m'a pris dans ses mains. Il commençait à m'apprendre un peu la boxe. Et il m'amenait partout. Et quand il faisait le combat, moi, j'avais tam-tam. J'ai tapé le tam-tam en bas du ring. Donc, il m'a donné vraiment... C'est lui qui m'a donné l'esprit de la boxe. C'est lui qui m'a appris les premiers jabs, machin. Donc, et voilà. Donc, c'est vraiment mon idole, si je peux dire. Voilà. Tu sais, toi, tu as dit aussi également dans ton livre que ton père était ami avec Kasavubu. Joseph Kasavubu, qui était le premier président même du Zaïre. Du Congo. Voilà. Oui, ouais. Voilà. Est-ce que vous, du moins de par cette affiliation, vous avez été très tôt politisé? On n'était pas vraiment politisé, puisque je pense que c'était la façon de nous protéger. Je pense que mon père, c'était sa façon de nous protéger, mais on avait des indices. Ouais, quand on parlait, par exemple, moi, quand j'ai commencé à fréquenter un peu un PR, c'était le parti de Mobutu.
Et j'étais sportif, donc j'étais là, on avait des boubous, des Mobutu, on chantait Mobutu, et on dormait Mobutu, on mangeait Mobutu, donc c'était ça quand je rentrais à la maison, et c'est ça qui m'avait étonné. Mon père me disait tout ce que j'ai écrit dans Persévérance. Il était pas content. Il était pas content qu'on soit, pour lui, on était manipulé. On était manipulé. Il a vendu le pays. Et voilà. Donc, c'était, moi, je comprenais pas. Pour moi, Mobutu, c'était l'homme fort. C'était Mobutu, quoi. C'était, je sais pas comment dire, de voir les mecs, quand on voyait les mecs, c'est l'homme fort, quoi, du pays. Et mon père qui me disait, c'est là où il m'a montré des photos des Kasavubu, des trucs comme, voilà. Et il m'a parlé un peu des politiques à l'époque, donc il nous parlait un petit peu, mais moi j'ai découvert mon père au fur et à mesure. Au fur et à mesure, je lui posais des questions et il me répondait. Donc c'était vraiment sa façon de nous protéger un peu, puisque pour lui, Mobutu c'était pas une bonne personne. Puisqu'il connaissait, il appelait Joseph, donc voilà, il appelait Joseph et il connaissait tout le monde. J'étais surpris qu'il connaissait tout le monde. Et même un jour, j'ai rentré d'un meeting de Mobutu et il voulait traverser Kinshasa et il m'a dit viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. On est parti dans Rond-Point Victoire. Là où Mobutu passait, il avait mis une chemise que j'ai jamais vu mettre ces chemises-là. Et il a mis ces chemises-là uniquement ce jour-là. Il m'a dit, viens avec moi. Et fais tout pour qu'il me voie. Et il y avait beaucoup de monde, Mobutu qui traversait pour aller au Palais du Peuple avec une voiture décapotable. Et il saluait le peuple. Et j'étais étonné de voir que le mec, quand il a croisé les regards j'étais sûr qu'il avait croisé les regards de mon père et il l'a pas lâché. Donc la voiture continuait, mais il est resté. C'est comme il a vu un rescapé, quelqu'un, mais ça m'avait étonné. Donc côté politique, il essayait de nous protéger. Je sais pas pourquoi. Et maintenant, j'ai compris puisque il y avait la manipulation et beaucoup de choses, quoi. Mais il t'a pas dit à l'époque, du moins, comment il l'avait connu, comment il le connaissait? Ou vous n'avez pas mis du tout dans la confidence, vous étiez trop petit? Ils étaient, vous savez, par exemple, j'ai vu une photo, je regrette toujours, j'ai vu une photo de mon père qui est assis dans une chaise longue et il y a des petites chaises qu'on appelle ebonga. C'est des petits vraiment chaises traditionnelles africaines que je voyais Lumumba et Polo et d'autres compagnons de Lumumba qui étaient assis comme c'est comme il leur donnait des conseils. Donc il m'a toujours dit Lumumba connaît cette maison. Mobutu connaît cette maison. Kasavubu connaît cette maison. De toute façon, Kasavubu, il était quelque part notre voisin. Donc, nous, on était à Lodja. Kasavubu, il habitait à India. Son bureau, il était dans notre avenue, dans l'angle de l'avenue, et dans l'avenue Gambela, juste au l'angle de Mangaï, il y avait le bureau de Lumumba. En fait, c'était vraiment le quartier qui tout partait de là. Et c'est pas étonnant qu'il s'appelle commune de Kasavubu. D'accord, je comprends. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais. C'est pas facile, Koita, c'est pas facile, mais c'est bien, t'as toujours le sourire. Mais tu sais, je vais reparler encore de ton enfance, parce que voilà, toi, t'étais un jeune, et d'ailleurs, c'est des traits qui t'accompagnent toujours, t'as toujours le sourire, t'es toujours bienveillant, t'aides toujours les gens. Bon, toi, c'est normal, t'avais la côte aussi avec les Nzélé. Les Nzélé,
Il faut le dire. Il faut dire la vérité. Ouais. T'avais la côte aussi. Donc, les filles, voilà, elles venaient. Toi, t'étais quand même toujours dans ton sport, dans tes activités, etc. Et t'as fait la rencontre de Gisèle. Ouais. Hein? Raconte-moi déjà dans quelles circonstances, toi, tu l'as rencontrée. En fait, Gisèle, je l'ai rencontrée, c'était mon premier retour de l'Angola, quand je suis parti la première fois en Angola avec mon oncle. Et le retour de l'Angola, et je me préparais pour repartir. Et dans l'angle de notre avenue, j'étais avec mes potes, et je vois une jolie belle nana qui passe, et il y a quelque chose qui clash, quoi. Et moi, j'étais pas vraiment trop dragueur. Moi, j'étais un peu timide, comme on me disait mes potes. J'étais un peu timide. Je sais aussi pourquoi, puisque je suis grandi un peu à l'écart, machin. Et je l'ai approchée. Elle était avec ses deux petites à côté d'elle, qui sont maintenant grandes aujourd'hui, et qui étaient les enfants de sa grande sœur. Et bon, drague, et ça passe, et après on commençait à se voir, et ça m'avait étonné quand je voulais repartir, puisque on s'est croisés 2 semaines après. Je repartais en Angola, parce que moi je voulais faire du cinéma, je voulais aller aux États-Unis, et je voulais faire des sous par moi-même pour avoir voilà, j'avais cet objectif-là, donc j'étais vraiment habité à cet objectif-là. Et ça m'avait étonné de la voir pleurer, puisque je voulais repartir, quoi. Genre, on s'est croisés, on s'aimait, tout d'un coup, tu pars. Et mais j'étais obligé, je disais, mais je suis obligé, puisque j'ai des rêves. Et il faut que mon rêve il m'amène loin, donc il faut que j'aille loin, donc je peux pas m'offrir ça mes parents peuvent pas m'offrir ça, donc je suis obligé. Donc l'Angola, c'est la seule issue que je pouvais vendre des choses, voilà. Et voilà, donc c'est ça, les rencontres avec Gisèle. Et après les retours de l'Angola, quand je suis retourné, et j'étais aussi étonné de voir qu'elle était très très liée avec ma famille. Donc c'est là où tout a commencé. Donc voilà. Et c'est très bien, mais je veux dire, voilà, il y a eu votre petite idylle, ça veut dire vous étiez ensemble avec Gisèle et tout, et t'as appris qu'elle attendait un bébé. Moi, je veux savoir, c'était quoi la réaction, des parents? Moi, j'ai la chance, mes parents, ils étaient proches. Surtout mon père, j'étais très proche de mon père. Il m'aimait beaucoup. Et quand je lui ai annoncé ça, et première chose qu'il m'a dit, mais parce que j'ai flippé. Et j'étais jeune, j'avais 21 ans, donc et mon père me disait, mais pourquoi t'as peur? Pourquoi tu flippes? Et t'as pas tué quelqu'un? Par contre, c'est par toi qu'on va accueillir l'âme nouveau dans la famille. Donc il faut pas être dans cet état-là. Et sois heureux, on va tout faire pour que tout se passe bien, quoi. Et va chercher ton oncle. Et j'essaie de quoi à dire à ton oncle. Donc tout de suite, ils ont pris les choses à main. Et voilà, on a accueilli Gisèle. Elle était très bien accueillie par mes parents. Elle était aussi très jeune. Et quel âge? Moi, j'avais 21 ans. Gisèle, elle avait 17 ans. Donc c'est vraiment c'est mes parents qui l'ont élevée. Même elle dit ça, c'est ma mère, c'est sa mère. Donc c'est parti de là. D'accord, Kota. Ouais. C'est très bien. Donc voilà, elle a eu 17 ans, pardon, quand elle est tombée enceinte. Le jeune Stallone a vu
le jour, à pointer le bout de son nez. Ouais, C'est magnifique. voilà. C'est Sylvester qui t'a inspiré ce nom? Ben, forcément, Stallone, c'était... mes potes m'appelaient Rambo, donc, puisque quand on sortait du film, donc ils faisaient les mêmes choses. Et j'aimais beaucoup cet personnage, cette personne qui avait... Et en fait, c'est la foi qui incarnait ces personnages. Il était décisif et il lâchait rien. Et je m'identifiais vraiment à cette personne-là. Et quand je regardais, quoi qu'il soit son film, et en tout cas, il m'inspirait beaucoup. Il m'inspirait beaucoup et j'adorais cette personnage. Et Rambo, je sais pas, tout, Rocky, n'importe quel film de Stallone je sortais du cinéma, j'étais émerveillé. Et je me disais, au fond de moi, si j'ai un garçon, je vais l'appeler Stallone. Et quand j'ai eu mon fils, et on m'a posé des questions, puisque c'est le père qui donne le nom, et on m'a posé des questions, comment on va l'appeler, et ben moi je lui ai dit, je l'appellerai Stallone Dimundu. Mais tu vois, tout le monde était un peu surpris, puisque c'est pas tout le monde qui connaissait, surtout mes oncles, machin, qui disaient, mais pourquoi Stallone, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai dit, ben oui, c'est mes rêves, c'est mes rêves. Donc, moi, je vais faire du cinéma, je vais un jour arriver, si j'arrive pas un jour, peut-être lui peut arriver. Et si lui arrive pas, peut-être son fils peut arriver. Donc, je voulais, sous forme de marquer mes rêves du cinéma, que je savais pas, que je croyais, je commençais à ne plus, je croyais toujours, mais j'avais des doutes, puisque Kinshasa, Afrique, c'est quelque part, tu rêves, t'as un rêve, mais l'environnement fait qui te met des doutes. Mais moi, j'étais toujours persévérant. Donc, j'étais persévérant. Je disais, un jour, je serai un state. Un jour, je serai... Puisque mes grands me disaient, pour faire du cinéma, il faut aller aux États-Unis ou en Europe. Mais moi, je voyais que les États-Unis. Je voulais aller aux États-Unis, pas pour... puisque c'est les États-Unis, puisque je voulais devenir acteur, puisque... Autour du cinéma, j'avais pas découvert, je savais pas qu'il y avait les techniciens. Moi, je voyais que l'acteur, donc je voulais. Et ben voilà, donc je l'ai appelé Stallone et voilà. C'est bien, c'est très bien, Kweta. De toute façon, Kweta Ndosimo veut dire en lingala, attrape ton rêve. Exactement. C'est important. En Kikongo. En Kikongo. Voilà. Ah, c'est bien. C'est bien. Et Kweta, tu sais, tout à l'heure, quand tu t'es introduit, quand tu t'es présenté, tu t'es défini comme étant un enfant modeste. Voilà. Comment, justement, là, la famille a pris la nouvelle quand tu leur as dit, écoutez, moi, mon avenir ne se situe pas ici. J'ai besoin de vous faire manger, d'avoir plus de responsabilités. Mais pour cela, je dois m'exiler un petit peu. Ouais. Comment la nouvelle a été perçue parce que tu venais d'être jeune papa? Ouais. C'était pas facile, mais quelque part, nos parents, ils comprenaient, puisqu'ils voyaient aussi autour de nous. Par exemple, moi, j'ai arrêté les écoles, j'ai arrêté l'école, juste puisque je voulais pas corrompre. C'est tout simple, j'ai pas voulu corrompre. Corrompre, c'est-à-dire? Corrompre des profs. Ok. Pour passer la classe. Puisque moi, j'adorais l'école, mais quand j'ai commencé à voir que pour passer la classe, tu viens avec la feuille de l'interrogation, il faut mettre un billet en dessous. Et moi, je disais, mais non. Et c'est là où j'ai dit à mon père, moi, j'arrête l'école, puisque ça sert à rien. Je vais corrompre. Je vais corrompre pour passer la classe. Ça sert à quoi? Moi, je préfère faire un métier. Apprendre un métier et apprendre à travailler dans mes mains, puisque
Aujourd'hui, l'école, c'était des débuts, vraiment des débuts. C'était pour moi. Je venais de découvrir. Et c'est pour cela que j'ai quitté les bancs de l'école, puisque j'ai trouvé ça. Et voilà. Et quand j'ai pris la décision, et mon père, il m'a dit juste un truc. Il m'a dit, tu vois, ce Kinshasa là, moi, je l'ai connu. Il y avait un seul bagnole. Les bagnoles du royaume de Belgique. Un seul bagnole. Aujourd'hui, dans ton époque, il y a combien de bagnoles? On était devant chez nous, il y avait un boulevard qui traversait, il y avait des milliers de bagnoles dans tous les sens. Il a dit, voilà, c'est ton époque. Vas-y, mon fils. Il m'a donné quelques conseils. Il m'a dit, vas-y, c'est ton époque. Et je suis encore là. Je garde l'œil à ton petit, puisqu'à l'époque, Stallone, Mehdi, il n'était pas encore là. Et Stallone était encore bébé. Et voilà, j'ai commencé à bouger. Moi, j'ai toujours bougé quand on faisait des petits des concerts devant des boîtes. Et moi, c'est mes sous que je mettais à côté. Donc, je buvais pas la bière. Et on nous payait des fois des casiers de bière, 3 casiers de bière. On partageait. Moi, mon casier de bière, je les vendais. J'ai récupéré des sous. Je mettais à côté. Et mes potes, ils se saoulaient. Ils claquaient les sous. Mais moi, je mettais toujours un peu. Je commençais à aller un peu en Équateur, puisque j'entendais mon oncle et qui revenait pas. Et moi, je commençais à aller un peu. C'est là où j'ai découvert des pygmées. J'ai foncé le rivière Congo jusqu'à l'Équateur. J'allais au Chuapa, j'allais partout pour aller acheter des poissons fumés qui m'a amené à Lunda. Exactement. Donc je me démerdais toujours, je voulais pas lâcher. Mais quand j'y revenais, tout le monde était d'accord, tout le monde était content puisque j'ai ramené un peu de nourriture pour tout le monde et j'avais un peu de sous. J'achetais mes marchandises, je repartais. J'essayais de faire des sous pour un jour me barrer et aider les miens. Est-ce qu'on s'en sortait déjà bien quand on vendait du poisson séché? Vous savez, quand tu gagnes un petit peu, c'était pas énorme, hein, mais c'était vraiment petit à petit, tu essayes de mettre un peu à côté. Tu essayes de faire, c'était des commerces. On n'était pas des riches, hein. J'étais pas un enfant des riches. Donc, j'avais un petit fonds et que j'essayais de ne pas les perdre, ces fonds-là. Et, des bénéfices, j'ai rajouté un peu. J'ai acheté un peu, des cafés, des petits, aiguilles, des épingles, plein de trucs qui paient vendre dans le village. Et je partais dans le village. Je faisais des trocs avec des poissons et j'ai rentré à Kinshasa et je les vendais. C'était ça, quoi, la débrouille, quoi. Mm-hmm. La débrouille, tu essayes. C'est pas facile puisque c'était un peu, c'était un petit peu souffrance puisque t'as un rêve et t'as un petit qui est là et t'as sa mère et t'as ta mère aussi et t'as tes parents aussi, donc t'as tes frères, tes petits frères et tes petites sœurs, t'as des cousines, t'as des nièces, t'as tous, et tout ça là. Et quand t'as pas un cœur, mais quand t'as un cœur, c'est un petit peu de souffrance, mais tu fais avec, tu te bats, tu lâches pas. Moi, j'ai jamais lâché. De toute façon, j'ai jamais lâché et je me suis battu, j'ai continué à me battre. Et voilà. C'est très bien, Kweta, c'est très bien. Déjà, merci de nous partager ton histoire encore une fois. Mais quand tu es parti à Lunda, voilà, pour le business, moi, je veux que tu me racontes et que tu nous dises même comment, de vendeur de poissons séchés, tu t'es mis à être dans des choses encore plus dangereuses pour ta vie. C'est comme je viens de le dire là, c'est merci déjà pour de m'accueillir et de me donner cette opportunité. Lunda, c'est toujours en regroupant avec des potes. Quand j'ai rentré de l'Équateur. Tu peux rappeler déjà, ça se situe où?
Et dans quel coin? Lunda. Mhm. Lunda, c'est vraiment dans le nord de l'Angola. Mhm. Et il y a Lunda et Tembo qui est Bandundu, au fond de Bandundu qui est au Congo Kinshasa. Lunda, c'est en Angola. Donc il y a une frontière. Il y a une frontière qui... En fait, j'ai tout découvert ça. J'ai découvert ça comment? Je suis revenu avec mes poissons. L'un de mon pote, Rémi, que j'ai suité aussi, on jouait aux cartes, qui m'a dit, mais toi, tu vends tes poissons à Kinshasa, mais moi, je pense que si tu les vends à Tembo, il me parlait même pas de Lunda. Si tu les vends à Tembo, tu feras un peu plus de bénéfices. Puisqu'à Tembo, c'est la frontière des diamants, machin. J'ai dit, bah, tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Et lui, il était un boy chauffeur. Boy chauffeur, on dit. Boy chauffeur, c'est des camions qui font les transports des provinces. Et il y a des garçons, des chauffeurs qui sont derrière qui chargent le matériel, machin. Et il m'a mis en contact. C'est lui qui m'a mis en contact. J'ai dit, mais pourquoi pas? Et j'ai vendu quelques marchandises. Et les restes, j'ai bien préparé. Comme il m'a donné des conseils, de les mettre dans des cartons, entre des cafés. J'ai acheté des paquets de café. Voilà, pour qu'ils ne pourrissent pas, pour éviter que des bestioles se forment dans des poissons fumés. Et voilà, je suis parti à Tembo comme ça. Moi, je suis parti à Tembo pour gagner un peu plus. Et ben, en arrivant à Tembo, c'était pas comme ça, c'était pas comme j'ai pensé, puisqu'il y avait l'un des fils de Mobutu qui avait fait descendre des cargos avec plein de choses. En fait, le marché de Tembo était envahi des poissons dans tous les sens. Et nous qui avions des petits cartons, on était comme des cons. Et comme je voulais pas lâcher, et j'ai croisé des potes à Tembo qui m'ont dit, mais non, t'inquiète pas, on va aller à Kaungula. Kaungula, c'est près de la frontière. Donc, c'est le village qui sépare l'Angola et le Congo. Et il a dit là-bas, peut-être il y a des commerçants qui traversent, qui peut acheter, qui viennent du côté Angola. Ben, j'étais obligé de revendre encore, de brader encore la moitié. Et il me restait un petit peu. Je prends le transport. On y va, on arrive à Kaungula. Ah ben, c'est la même chose. En fait, tout s'est dégradé au fur et à mesure. C'est dégradé et je me retrouvais avec rien, quoi. Et je pouvais pas rentrer la main vide. Et c'est là où, comme je suis un peu bité, si je peux dire, j'ai dit, tiens, des gens disent, bah, tu sais, on peut traverser en Angola. En Angola, on peut avoir un laissez-passer par des rebelles qui peut nous amener dans le mine, qui peut travailler dans le mine. Je n'étais jamais bossé dans le mine des diamants. Mais, excuse-moi, Koeta, on va y revenir, mais juste avant, je voudrais qu'on parle de l'Angola parce que c'était un pays qui était instable à cette époque-là. Ouais. C'était un pays qui était en conflit, des conflits internes, etc. Lors des conflits, on est tous conscients que le commerce fonctionne. Voilà. Voilà, là, il y avait des conflits entre notamment José et Eduardo dos Santos et contre Savimbi, etc. Onita et Impela. Absolument, exactement. Voilà. Donc, moi, je veux savoir pourquoi toi, tu as quand même foncé tête baissée. Ben, puisque, tu sais, dans cette époque-là, j'étais jeune, j'étais un peu fou, j'étais un peu... je voulais arriver. Je voulais arriver. En fait, j'ai toujours... C'était devenu comme parole motivant. Si je vis, je vis. Si je meurs, je meurs. Donc, j'aime pas dire que j'avais pas le choix. J'avais le choix. Mon choix, c'était ça. Et j'avais d'autres choix de rentrer la main vide. Et moi, je préférais d'aller tenter quand même ma chance. Je dis, ben, il y a pas tout le monde qui meurt là-bas. Il y a des morts, mais moi, je vais tenter.
Et on a traversé, et l'autre côté, tu commences à découvrir l'enfer, mais un vrai enfer, mais tu peux même pas imaginer. Tu arrives dans un à poste avançade, on appelait ça poste avançade, dans le village, l'autre côté des frontières. C'est comme il y a que des fantômes. Donc tout d'un coup, tu fais partie des fantômes. Donc il y a des gens qui vous voyez, sourire, ça n'existe plus là-bas. Des gens qui ont, moi j'ai perdu un carton de 2, 3, 4 cartons de poisson autour de 200, 400, 300, 400 $. Mais il y en a des gens qui avaient perdu des sommes monstrueuses et qui sont devenus, qui marchent en short et ils ont un petit t-shirt qui est troué partout et qu'ils ont même pas des tongs. Et il y en avait, tu vois des fantômes autour de toi, des gens qui ont aucun avenir, mais tous veulent foncer vers la frontière, veulent foncer vers le mine. Et toi, tu arrives là, tu dis, mais c'est ça. Il y a des doutes toujours dans la vie. Ça fait partie de la vie. Mais il faut pas rester là. C'est que moi, j'ai vécu. Et j'ai commencé à avoir, j'avais des connaissances, puisqu'il y avait pas mal d'Angolais, il y avait des Congolais, il y avait des Ouest-Africains, donc des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, tu vois, l'Afrique, mais sans identité. Personne n'avait identité, donc on était tous là des zombies. Et les seuls moyens pour aller dans le mine, il faut avoir un guia. Un guia, c'est un laissez-passer. Et ces laissez-passer-là, moi, j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui avait croisé des soldats de l'ONITA qui dirigeaient cette petit village-là, poste avançade, qui cherchaient des gens pour leur construire une maison, des maisons, et de couper des bois, d'aller dans le champ, couper des bois et des pailles, creuser la terre, des maisons du village, quoi. Et moi, j'ai dit, tiens, je me mets dans ce groupe-là, pourquoi pas. Et je me suis mis dans ce groupe-là. On a conçu cette maison. À la fin, ils nous ont filé un guia avec l'un des jeunes soldats, parce qu'ils étaient toujours beaucoup de soldats de NITA. Ils étaient un peu bizarres. Et des rebelles, quoi. Et avec les soldats pour nous accompagner jusqu'à la frontière, jusqu'aux mines. Et c'était aussi leur façon d'envoyer la main-d'œuvre dans le mine. Et on a marché et c'était vraiment l'enfer. Les trajets juste de là jusqu'à la frontière, jusqu'à la mine, tu peux laisser ta vie. Déjà. Puisque ces mecs-là qui nous amènent, il y a un moment, on marche, il y a un moment, il nous dit, à partir de maintenant, suivez mes pas. En fait, les traces de son pas, quand il lève son pied et l'autre, on était tous là. Donc, tu peux pas aller gauche-droite puisqu'il te dit que c'est très miné. C'était un territoire miné. Donc, là, tu commences à découvrir, à rentrer dans un monde où, quelque part, aujourd'hui, c'est devenu une histoire, mais à ces moments-là, tout tes sens est là. Et tout, s'il faut invoquer des ancêtres, il faut les invoquer dans ce moment-là, qu'ils soient là pour t'aider, puisque t'as le choix d'avancer. Heureusement, on arrive avec toutes les difficultés, on a traversé des lits, des boues voilà, c'était un chemin qui tu comprends pas, tu découvres. Et entre-temps, je me dis, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout
et je vais un jour sortir mes enfants dans la merde, mes sorties dans la merde, ben, j'ai pas le choix. Mon choix, c'est ça. Et c'est là où j'ai découvert le mine de diamants. Et quand on arrive à la mine des diamants, t'arrives, mon premier village de mine des diamants, mon premier carrière, c'était Ngungu. Et c'était la saison de la pluie. Et quand tu arrives là, tu es là, maintenant il faut trouver. Il faut travailler, il faut trouver le diamant. Et j'avais aucun code. Et il faut apprendre tous les codes. Et les codes de rebelle, tout ce que j'ai écrit là. Et le Ndjango tous les matins. Et il faut aller creuser. Je savais pas, j'ai découvert tout. J'ai découvert tout. Et j'ai commencé à apprendre, à creuser, rentrer dans un écurie, puisqu'il faut être dans un écurie, puisque dans l'écurie, t'es un petit peu protégé, puisque l'écurie, il y a toujours un financier c'est celui qui finance l'écurie, qui étaient toujours souvent des coxers ou des commerçants, qui nous achetaient juste du foufou, hein, à manger, quoi. Des petites choses à manger, qu'on mangeait en groupe. Et on creusait. Et dès qu'on sortait les mouchanga, c'est les cache-cales, qui est le mélange de tout ce qui est pierre et cailloux, sable, et voilà, qu'on trouve sous terre pour tamiser et trouver le diamant. Si vous trouvez, vous partagez avec celui qui finance le groupe. Et voilà, c'est là où je commence à découvrir comment ça fonctionne, et je rentre dans un monde où j'ai même pas pensé ça, j'ai même pas rêvé ça, et tu es là, et c'est comme ça m'a tombé dessus. Et aujourd'hui, je sais que la vie m'a amené là pas pour rien, mais puisque quand je vois Persévérance aujourd'hui, je vois la suite. Mais dans ce moment-là, tu es dedans dans un monde où tu découvres un monde un peu de barbares. Un monde un peu très, 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 très dur. Et en même temps, on n'est pas en règle, puisque on est derrière des rebelles. C'est des rebelles qui nous dirigent. Et en même temps, il y a le gouvernement un peu là qui veut leur dégager. Et il y a des MiG qui passent de temps en temps, qui bombardent. Des hélicos qui nous mitraillent sans arrêt. Et t'es là, t'es dans un... Et tu vis, quoi. Et tu vis, tu creuses, tu te lèves le matin pour aller creuser, les soirs, on était devenus comme des zombies, comme je dis, des zombies. Et c'est là où j'ai découvert aussi des casseurs de pierres. Donc, j'ai commencé à dire que je vais pas lâcher. Un jour, je vais trouver. Même si je trouve pas une grosse pierre, mais je peux trouver un petit pierre qui peut me faire sortir d'ici. Et voilà. Mais comment on se construit face à tout ça? Parce que je suppose que dans ton malheur, tu as dû voir des gens devenir fous, perdre la raison. Tu parlais de gens qui se droguaient, tu parlais de magie noire, tu parlais plein de choses, etc. Comment on réussit à sortir de tout ça en étant toujours stable? La stabilité, on a ça à l'intérieur. Ça, je l'ai découvert, vraiment. Même dans un moment très dur, la paix est toujours à l'intérieur. Je te jure. Moi, j'ai toujours écouté mon père, j'ai toujours écouté ma mère, mes grands-parents, des conseils. Et j'ai vu des gens, la souffrance était tellement dure, puisque dans des petits villages à côté, on te dit, il y a une dame là-bas qui peut faire des solutions. Mais il y avait des sacrifices à faire. Il y avait des sacrifices à faire où tu sacrifies on dit ça, les dos, tu sacrifies ton dos.
Le dos, ça veut dire que tu auras plus d'enfants. Ou c'est celui qui sont en vie, tu le sacrifies pour avoir un Pierre. Et ou tu sacrifies ton frère, ta sœur. Il y avait plein de choses qui s'est passé. Il y a des choses. Et moi, je suis toujours... je suis toujours croyant. Je crois vraiment, au fond, je crois qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Donc, c'est là où j'étais un peu accro. Je dis si eux, ils trouvent, ils sollicitent le mal, mais nous qui sommes à côté, soi-disant, du bien, de Dieu, pourquoi on ne trouvera pas? Ça peut prendre du temps. C'est pas grave. Et il y a des tentations aussi. Tu vois des gens qui sont partis là-bas, qui sont revenus, l'herbe trop, ça donne. Et ça te tente. Tu vois ceux qui résistaient avec toi, tu te dis, ben, tu vois, ils ont réussi, ils ont chopé des grosses pierres, machin. Et tu vois, autour de toi, c'est qui lâchent. Des gens qui résistaient, qui lâchent. Et au fur et à mesure, peut-être tu restes seul. Tu restes seul, mais je sais pas, mais je croyais toujours. Je croyais toujours à moi et je voulais pas surtout sacrifier l'âme de Dieu. Bien. J'ai toujours dit, je préfère avoir un problème avec un arbre. Et quand je commençais à casser des pierres, je disais, je préfère avoir le problème avec une pierre si il y a un autre dans l'autre vie qu'un âme. Un âme dédié qui a... Moi, je vais pas avoir ce problème-là. Parce qu'on t'a donné le choix. Soit casseur de pierre, soit aller en guerre contre tes frères. Voilà. Et il y avait aussi cette opportunité-là. J'étais soi-disant costaud. Malgré on était maigris tous, mais j'étais soi-disant costaud, j'étais fort. Et j'avais des tentations. Je pouvais aussi, mais j'étais dans la main de Nita. Tiens, donne-moi 2-3 formations, tac, je prends un arme lourde et vas-y, je fonce. Comme d'autres qui ont fait aussi. Mais j'ai résisté face à mes propres tentations en moi-même. Des opportunités qui s'offraient à moi, mais qui étaient pas en harmonie avec mon âme. Et j'ai toujours juré de ne pas tuer quelqu'un. J'ai dit, mais si je prends un arme, je vais tuer des gens. Si je vais chez mamie là ou chez tati là, je vais sacrifier des gens. Mais je suis en vie. C'est ça qui est important. J'écrase, je trouve pas, c'est pas grave. Je casse des pierres, je trouve pas, c'est pas grave. Peut-être un jour je vais trouver. Puisque je suis en vie, si je meurs, même si je trouve une grosse pierre, si je meurs, je vais le laisser. Donc, je me auto-prêcher moi-même. Je te jure, j'étais dans ma case, des fois, je me auto-parlais. Et c'est là où j'ai découvert la méditation. Je ne savais pas que c'était la méditation. J'ai découvert à être tranquille, je m'éloignais, être calme. Et c'est comme l'instinct me poussait à faire ça. Pour aller voir mon intérieur, est-ce que vraiment je peux faire ça? Est-ce que vraiment... Et je savais que si je rentre dans ce chemin-là, ça va pas être bien pour moi. Donc, j'étais obligé de résister. Et au fur et à mesure, j'ai résisté. Au fur et à mesure, j'ai découvert d'autres choses. Je suis devenu casseur de pierres et je commençais à gagner un petit peu. Je commençais à sortir un petit peu de la merde. Je commençais à casser des pierres qui ont résisté à tout le monde. Et des chefs commencent à m'approcher. Donc, j'ai commencé à avoir un peu d'assurance par moi-même. Je vois des gens comme Papa Mapimbi que je cite dans le livre. C'était des monuments. C'est des gens qu'on les regardait de loin, qu'on les voyait de loin. Quand ce personnage-là t'approche,
te dis, toi, il faut que tu viennes casser les pierres dans mon trou. J'ai gagné quelque chose. Mais pour les gens qui ne savent pas, casser des pierres, t'avais quoi? T'avais une pioche? Non, Où tu mettais une masse, mais on avait des énormes masses. Et mes premières masses, je les prêtais. J'étais obligé de les prêter. Et des masses qui pesaient, disons, 25-30 kilos. Et une anecdote, quand je suis arrivé en France, quand même, quand j'ai récupéré mes enfants, j'ai eu double hernie discale. Donc, déjà, à partir de Lunda, je commençais à sentir un petit truc dans mon dos. Puisque quand il commence à casser des pierres, moi, j'ai donné toute ma force. Des gens me disaient, je cassais pas des pierres, je les mangeais. Et des gens disaient que j'avais, je sais pas, mais mes proches me disaient que quand je cassais les pierres, on dirait qu'il y avait une énergie autour de moi qui leur faisait peur. Je comprenais pas. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais des gris-gris. Puisqu'ils comprenaient pas. Il y a des pierres où tous les casseurs de pierres sont passés là-bas, ils ont jamais réussi. Et moi, j'arrive. Et il y avait un pote qui me disait, toi, tu casses pas des pierres, toi. Toi, tu les manges. Et ils savaient pas. Moi, j'étais décidé au fond de moi de ne pas tuer. Et c'était le seul issue pour moi. Et quand je commençais à casser les pierres, mais vraiment, et je vois des chefs de l'UNITA m'approchent comme des mouches. Mais comme des mouches. J'étais tout de suite devenu proche des grands chefs. Comme ça. C'est eux qui m'ont confié des diamants, que je suis parti pour les barrages qu'on a fait, machin. Ils m'ont confié des choses. Et j'ai même des potes qui m'ont, quand je suis retourné, ils m'ont dit, t'es revenu quand même. Mais t'es fou, toi. Mais imagine, ces gens-là qui trafiquent la magie comme je vais partir avec leur argent, mais ils vont m'étriquer. Mais tu parlais d'UNITA. Pour ceux qui savent pas, tu peux dire ce que c'est? UNITA, c'est la rébellion de rebelles de l'Angola qui a fait plus de 30 ans de rébellion. Et qui avait, en fait, l'Angola, pendant des années, il s'était divisé en deux, quoi. Il y avait deux présidents. Exactement. Il y avait deux présidents. Je vous jure, à côté de l'UNITA, dans des bureaux, il y avait une photo de Savimbi comme président. Il y avait un drapeau de l'UNITA. Il n'y avait jamais un drapeau de l'Angola, ni jamais un drapeau de Mpela. Donc, c'était un rébellion qui était très, très, très puissant, mais très, très, très puissant. Et Savimbi, il était accueilli partout. Aux États-Unis, partout. Il était, et des commandos de l'UNITA et des officiers de l'UNITA, ils étaient formés partout. En Russie, aux États-Unis, en Chine. Ils parlaient beaucoup, beaucoup de langues, ces gens-là. Mais, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de construction, de développement, etc. À cette époque-là, là où tu étais dans les mines, tu as appris le décès de Donatien, ton frère. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais même d'équilibre, etc. Comment toi, t'as accueilli la nouvelle déjà? Mon frère, quand il était décédé, j'étais pas à Lunda. J'étais pas à Lunda, j'étais à Kinshasa. Mais tu sais, à cette époque-là, à Lunda, on n'avait aucune information. Aucune information. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. On était des morts. Et moi, quand je suis rentré chez moi, il y a des gens mes sœurs qui tombaient comme ça, ils ne croyaient pas que j'étais en vie. Aujourd'hui, ça me fait même marrer, puisque j'attends des gens qui parlent, des gens qui m'appellent là où j'étais, et je pouvais même pas
avoir les nouvelles de mon fils. Il n'y avait aucun info. Il n'y avait pas, même la naissance de mon deuxième fils, je l'ai entendu dans la voix vive de quelqu'un que j'ai croisé en sortant. Oh. Et je savais même pas que je savais que j'avais eu un enfant. Il y avait un enfant qui est né. Un deuxième enfant qui est né là-bas. Je savais pas si c'était une fille ou un garçon, je savais pas. Quand j'ai croisé cette personne-là, Kashito, je l'ai croisé dans le marché à Kakulama. C'est lui qui m'a dit, mais Beta Boma, mais ton deuxième fils vient de naître. Et c'est là où j'ai pris une info comme une explosion, quoi. Et je savais pas. Aujourd'hui, on a des infos. On se passe l'info, des téléphones, il y a... Mais, mon frère, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il n'y avait pas tout ça là. Il n'y avait pas de portable, ça n'existait pas. Moi, mon premier portable, je l'ai eu en Afrique du Sud. On vivait comme ça. Tu pars, tu laisses ta famille, tu as l'image de ta famille comme tu les as laissés. Tu vois, toi qui t'es démené pour ta famille, toi qui as fait des sacrifices, qui as pris des risques incommensurables, hein, clairement, t'as appris le départ de Gisèle. Elle a quitté le foyer. Elle s'entendait pas avec tes grands frères, visiblement. Mais étant donné qu'encore une fois, il y a un décalage et que les nouvelles, tu les as pas directement, qui t'a informé de ça? Mais ça, c'était, c'est encore une autre époque. Ça. D'accord. Ça, c'est encore une autre époque. Ça, c'est vraiment, quand je suis rentré, après tous ces périples de Lunda, que je suis devenu commandant des disciplines pour des activistes. Et à la fin, en plus, c'est aussi Onita qui m'a sauvé la vie. Puisque c'est grâce à c'est eux qui m'ont dit de me barrer, de partir. Et comment ça? Puisqu'il y avait ils avaient signé l'accord de paix entre Impela et l'ONITA, entre Savimbi et Eduardo Santos. Et tout d'un coup, ONITA, ils étaient obligés comment dire, de libérer tous les territoires qu'ils avaient. Et nous, on était des simples peuples qui vivaient avec eux. Et les Majvel qui m'ont fait venir dans le Ndjangu, là où, dans le commando, là où ils vivaient, qui me dit, en tout cas, nous, qui m'explique tout, voilà, nous, on va disparaître, en fait. Donc, des gens comme toi, c'est pas bien si un jour j'attends que t'es mort à cause de nous, je vais pas être bien. Mais le mec, il a tué des gens toute sa vie, il a été commandant comment il y a quelque chose, et vous voyez, moi je dis toujours, c'était la récompense que l'univers peut te donner. Dans toutes les résistances que tu as fait, et dans tous les des moments où tu as résisté, je suis pas parti faire des sacrifices. Voilà, j'ai eu Ebola, j'ai résisté. J'ai commencé au début, j'avais encore rien, et qui me dit, vous voyez, nous, on va disparaître. En fait, toi, on va te faire un guia, on va te faire un laissez-passer. Tu sors de l'Angola. Tu sors de l'Angola, toi et tes proches là. Puisque nous, quand on va disparaître, c'est Impela qui va venir ici. Quand Impela va venir ici, la population, si vous qui étiez proche de nous, vous risquez d'être tués. Donc il faut dégager. Et eux, où ils sont partis? Je sais pas. Mais je te jure que j'ai croisé un à Luanda. Un? En me partant vers l'Afrique du Sud, j'ai croisé un. On s'est croisés, les regards de loin, on s'est sourié dans un marché, mais il y avait bondé de gens
et il est disparu. Ils sont tous... Ils ont, les jours au lendemain, puisque c'était des rebelles. Et quand ils m'ont fait le guilla, le laisser-passer, et j'ai appelé Suzuki, qui était mon second, et Cap, qui j'avais pris, c'était mon pote, l'ancien pote boxeur, c'est lui qui m'a aidé à Kaungu là, pour traverser la frontière. Je les ai dit, on va se barrer. On a un petit colis, des diamants, qui nous donnent pas des millions, pas des milliards. On va pas acheter des maisons, mais on va quand même vivre. Moi, je reste pas ici. Regardez-moi, ils m'ont dit ça. Et vous n'avez pas le choix. On va se casser. Je les ai embarqués avec moi, parce que je les ai dit, si vous restez ici, on va vous tuer. Et j'ai fait appel à tous mes activistes et je les ai dit, barrez-vous. Barrez-vous, restez pas ici. C'est lui qui va rester ici, il signe sa mort. Et je te jure, ceux qui sont restés, puisqu'il y a toujours des têtes... voilà. Et c'est là où on a pris la route, avec des commandos qui nous ont escortés. Ils nous ont escortés jusqu'à un clairière qui nous ont laissé, à partir de là, démerdez-vous. Vous êtes dans un autre territoire. Et c'est là où on est arrivé dans un grand village, on a loué un camion, on est parti avec ce camion-là vers la frontière du Congo. Et en traversant, avec ces guillas-là, mais c'était incroyable dès qu'on arrivait dans des checkpoints, dès que j'ai sorti ces guillas-là, limite, ils me saluaient. Puisque j'avais un guilla des fronts. Donc on était comme, entre guillemets, on était des mercenaires libérés. Entre-temps, on n'a jamais tué, on n'a jamais porté les armes. Juste plus que j'étais devenu tellement proche des... Et ils m'ont fait beaucoup de confidences. Ils m'ont montré beaucoup de choses. J'ai vu des choses, tu peux même, comme je voulais dire là, des croix rouges, des ONI, tous ces, moi je croyais pas à ça depuis longtemps. Mais quand je disais ça, déjà ils me regardaient bizarre. Mais comment jamais je croyais à ça, parce que j'ai vu ce qu'ils font sur le terrain. Ah bon? J'ai vu ce qu'ils font sur le terrain. Jamais. J'ai jamais cru à ça. Et moi, je donne jamais aux associations. Je donne jamais. Moi, je donne direct au clodo. Direct aux gens. Si j'ai un don à faire, j'ai fait le don direct à personne. Je donne jamais aux associations, des grosses associations là. Pourquoi? Parce que j'ai vu des choses. Ce qu'ils font sur le terrain, c'est le contraire. Tous les armes qui détruisent l'Afrique est transportées par ces gens-là. Je les ai vus. J'ai vu, moi. J'ai vu. On m'a pas rencontré des histoires. Je l'ai vu. Majvel m'a amené dans une montagne là où j'ai vu on vit dans un monde de zombies et tout d'un coup, tu vois des gens type asiatiques. Mais nombreux comme des camps. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ces gens-là? Et il me dit bien, mais écoute-moi bien, c'est qui vient pour déminer, pour enlever tous les mines. Je dis, mais qui pose ces mines? C'est qui pose ces mines. Il m'a dit, t'as vu? T'as compris? Suivez-moi. Il m'a amené, il m'a montré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'ai vu dans mes propres yeux des citernes marquées UN, soi-disant qui transportent de l'eau vive, de l'eau potable pour leurs agents qui est sur le terrain. Mais non. Mais non. Quand tu vois ce qui sort dans ces citernes-là, tu te dis, mais c'est pas possible. Mais c'est ça la réalité.
Qui ce soit vrai ou faux, qui ce soit qu'il y a un groupe de gens qui utilisent ça, mais comment tu peux avoir un pouvoir, qui peut avoir un pouvoir d'utiliser les sigles de Croix-Rouge pour transporter les armes? C'est quelqu'un qui connaît le Croix-Rouge. Et ça m'avait fondu le cœur, ça m'avait détruit, quoi. J'ai regardé, je fais, mais... Et c'est ça, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. On dit, barre-toi. Et quand je suis arrivé à Kaungu, là, dans ce marché-là, je croise ces potes-là qui brillaient des cabris, des cabris, on appelle ça des kamundele, tu vois, des brochettes. Les brochettes. On appelle ça des kamundele. Devant chez nous, ils me voient. Champion! Qu'est-ce qui... On se serre dans la main. Il me dit, mais putain, tu sais que mère Amice, donc Gisèle, elle va être contente, tu rentres à Kin là, tu viens d'avoir un deuxième fils. C'est là où j'ai pris la naissance de Mehdi. J'avais des larmes qui me tournaient. Et j'avais pressé de voir ces petits-là. Mais tellement pressé de les voir, ces petits-là. Donc, il n'y avait pas de téléphone. Donc, la seule communication, c'était bouche à bouche. Ou une lettre qui arrive, tu vois la lettre, tu vois la date, qui a été écrite, qui arrive dans ta main 6 mois, 7 mois après. Mais toi, en tout et pour tout, t'es resté combien de temps dans les mines? Dans les mines, j'ai resté... en total, j'ai resté 3 ans et demi. Ok, d'accord. Et après avoir eu ce GIA, t'as foncé en Namibie? Non, j'étais obligé de voir Mehdi. Et je suis rentré jusqu'à Kinshasa. Et mes potes... En 97? Ouais, non, à 96. Puisque je suis parti à 97. Je suis quitté à 97. Ah, ok. 96, vers fin 96. Je suis arrivé à Kinshasa et j'ai vu les petits. La vie m'a donné un peu de temps pour que je reste un peu avec, pour que je me communique un peu avec. Et je savais que c'était pas facile pour Gisèle. Mais moi, je croyais vraiment qu'il comprenait. Vraiment. Et je l'en voudrais pas, je l'ai jamais voulu. On est toujours en contact et voilà, je donne les secours, mon secours tout le temps. Mais j'étais persuadé qu'il comprenait. Et puisque quand je suis arrivé, j'ai presque tout laissé. J'ai presque tout laissé. Je pense que c'est ça aussi qui a créé une jalousie avec des cousins, machin. Puisque quand je suis arrivé, j'ai habillé bien ma petite studio qu'on avait. Et voilà, la télé et tout, bien habillé. Voilà, j'avais un petit bagnole que j'avais acheté que je faisais des petits taxis pendant que j'étais là pour nourrir, pour ne pas gaspiller mon petit transport pour l'Afrique du Sud. Et avant de partir, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé et j'étais persuadé qu'il comprenait. Et après, le problème, ma vie était un peu bizarre aussi, puisque quand je suis parti et tout s'effondrait encore. Et à partir de l'Angola, donc c'est comme je suis reparti à zéro. Parce que j'étais obligé de tout lâcher. Pour la donner un peu la force et lui dire, restez là, puisque je ne peux pas traverser l'Angola avec toi, avec des enfants. Je connais, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et c'est là où je peux pas résister. Si je résiste, puisque je suis seul, mais je peux pas résister de voir
ma femme ou mes enfants se maltraiter, là, je ne peux pas résister. Je vais faire des choses pas bien. Donc, vaut mieux que vous restez là. Je vais traverser. Et là où je vais arriver, je vais me démerder pour vous faire venir. Et c'est là où je suis parti. Je suis reparti par l'Angola. J'étais obligé de passer par l'Angola, mais par les capitales. Je me planquais, mais bon, bien planqué. Et je savais les codes, quoi. Je savais comment me planquer. J'ai pas beaucoup voulu tarder beaucoup à Luanda. Tout de suite, je suis parti vers l'est de l'Angola, vers la Namibie. Et je suis parti vers Lubangu, Wambu, ces secteurs-là. J'ai traîné un peu là-bas pour me préparer pour rentrer. Je suis traversé la Namibie. Et toujours comme clandestin, quoi. Et j'avais pas le choix, mais j'avais l'expérience des clandestins. Donc, je savais comment piroguer. On est parti, en fait, j'ai traversé, on a piqué un pirogue des pêcheurs qui était troué pour traverser le rivière Orange qui sépare la Namibie et l'Afrique du Sud, infesté de crocodiles, tu peux pas imaginer. Ah ouais? Ah ouais, mais on n'avait pas de pagaie, donc j'ai pagaillé dans mes mains, donc voilà. Je sais pas, mais des fois dans la vie, on prend des risques. Déjà, d'être né, d'être là dans cette planète, c'est de prendre des risques. Donc, c'est par là que j'ai traversé l'autre côté. Et voilà, on arrivait en Afrique du Sud comme des réfugiés. Et les choses ont changé, quoi. Des choses ont changé. Tu vois un pays quand même bien construit, mais qui venait... c'était juste la fin de l'apartheid. Là, on a vécu encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai perdu encore les amis. En parlant de téléphone, des premiers téléphones, moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai dit toujours, ces téléphones-là que j'ai perdu des potes, ces téléphones-là, aujourd'hui, ils vaut rien. Et t'étais en Afrique du Sud, t'étais dans ta débrouillardise, hein. Toujours. Clairement, toujours. Moi, comment, si tu veux, t'as fait pour te retrouver justement à devenir gardien d'un pub? Ah, ça, c'est, en fait, quand on est arrivé en Afrique du Sud, on était des nouveaux réfugiés. Donc, on n'avait pas les statuts, on n'avait pas le statut de réfugié encore, mais on avait un permis. On appelait ça permis. Permis, ça veut dire un petit papier qu'on te donne pour circuler, déjà, et que tu vas revenir à Oumafez et 2 mois ou 1 mois, je pense. 1 mois après, tu reviens, on te fait encore un autre permis avant de te donner les statuts 3 mois. Après, on te donne un statut des réfugiés. Et donc, le seul boulot pour nous, c'était de garder des voitures. Donc, on appelait ça car watch. Car watch, c'était des gens qui viennent boire un coup, qui garent leur bagnole. Et toi, tu leur dis, j'ai surveillé la bagnole, puisqu'il y avait des Kalats, les Kalats, des métis sud-africains et des blacks sud-africains qui venaient dans le town pour casser des bagnoles, voler. Et nous, on essayait de garder ces voitures-là. On nous filait des petites pièces. Et c'est comme ça qu'on vivait. Et c'est Jimmy, mon pote, qui m'a dit, tiens, toi, il y a une rue qui est un peu chaud, mais il y a un pub là-bas, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas, mais c'est un peu chaud, mais moi, je sais que toi, j'ai pas peur. Et sache-le que ces jeunes-là,
ils viennent jamais avec des armes ici à Cape Town, puisque si on les chope, mais ils ont des couteaux. Moi, des couteaux, tu peux avoir le couteau, une machette, ça me fait pas peur, quoi. Donc, il m'a dit, toi, tu peux coloniser cette rue-là. Donc, en plus, je connais ces mecs le patron de ces pubs-là, c'est un mec bien, machin. Et c'était Clive. Voilà. Voilà. Ah, t'as tout, quoi. Mais c'est important. C'est important. Ouais. Mais, donc voilà, toi, tu t'es familiarisé avec lui. Tu as travaillé maintenant dans le pub. Quand je te dis que tu es un débrouillard, c'est qu'au départ, tu n'avais même pas le permis. Non. Ouais, tu vois, et c'est ça qui est beau, c'est que tu t'es inscrit, tu as passé ton permis, tu l'as eu, tu as travaillé, mais tu as toujours eu dans un coin de tête le cinéma comme objectif. Ouais. Mais le permis que j'ai eu, c'est le cinéma qui m'a aussi. Parce que quand on est arrivé à Cape Town, pour moi, le cinéma, c'est aux États-Unis, comme je disais avant, là. Et un jour, on vient d'un autre pub, je viens dans ma pub pour bosser, et je réalise que Clive me disait, je comprenais pas très bien l'anglais à l'époque. Je comprenais un mot, deux mots. Il me disait des trucs. En fait, le lendemain, Clive me disait que demain, on va pas ouvrir, puisqu'il y aura un shooting. Ouais. Dans le pompe essence qui était juste collé avec Percy. Donc, comme il y aura un shooting là-bas, donc ils vont fermer la route, donc c'est inutile que tu viennes demain. Moi, j'ai dit oui sans comprendre. Et demain, je me pointe. Et j'arrive, je vois la rue fermée, je vois des camions, machin, des gens qui courent dans tous les sens, machin, des lumières, machin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Mon pote Jimmy qui me dit, ah merde, il tourne des films là, mais putain, merde. Tu viens, tu vas passer la soirée avec moi. Je dis, quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Il me dit, il tourne un film. Et je dis, il tourne un film là? Je dis, mais on n'est pas aux États-Unis là. Il comprenait pas pourquoi je dis ça. Il me dit, mais pourquoi tu parles? Bon, tu comprends pas. Je dis, vas-y, je te suis, mais je vais rester encore un peu. Il dit, Moda, viens, on va bosser. Je vais te donner un petit parti dans mon parking. Comme ça, tu fais quand même un petit peu de sous. Puisque là, je dis, non, c'est pas grave. Vas-y, j'arrive. Et je suis resté là toute la nuit. Pour regarder, je dis, mais putain, mais c'est cinéma. C'est mon... J'avais l'impression, je te jure, j'avais la joie dans mon cœur. Je dis, putain, mais c'est là où je vais être. En fait, je vais pas aller aux États-Unis. Je vais rentrer dans le cinéma ici en Afrique. Mais j'étais dans la joie. Et j'ai observé. Et à un moment, je vois des gens commencent à partir. Tu vois, ils se remballent, machin. Et je vois un minibus qui arrive et je vois des camions qui partent. Et une petite idée qui est dans ma tête qui fait, ah ouais, je conduisais déjà. Mais j'avais pas de permis. J'ai dit, tiens, il faut que j'ai un permis de poids lourd pour rentrer dans le cinéma. Et dès le lendemain, je commençais à chercher des écoles de formation de poids lourds, des chauffeurs de poids lourds. Ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par trouver. Et là aussi, c'était un chemin, c'était un parcours énorme. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'étais obligé. Je gagnais rien, hein, on gagnait. Je mettais à côté. Il faut que je mette à côté d'acheter des petits trucs. Je faisais des colis pour envoyer à Gisèle et les enfants. En même temps, je mets un petit peu à côté pour un jour avoir mon permis. Mais je commençais à faire. J'avais un planning dans ma tête, un planning qui coûtait qui coûtait autour de 5 000 euros, si je peux dire. C'est juste, je dis un mot comme ça, un montant comme ça. Mais auquel moi, je gagne, 3-4 euros par jour. Donc, c'était... et quand mes potes ont compris mon projet, que
je mets à côté pour avoir un permis poids lourd. Il me dit, mais t'es fou. Le cinéma, c'est pour les blancs, mon pote. C'est pas pour les noirs. Je te jure, je les ai regardés dans les yeux, j'ai dit, mais non. Si c'est pour les blancs, moi, je serai les premiers noirs. J'ai dit, regardez bien, je les ai dit, regardez-moi bien. Vous me verrez dans le cinéma. Et ils m'ont vu dans le cinéma. Ça m'a pris du temps. Je me suis sacrifié. J'ai pris des risques de rester à googler, donc dans le township, là où c'était chaud. On tirait dessus, on perdait, c'était n'importe quoi. Et tout le monde préférait vivre à Cape Town, payer, et tu vas cotiser, payer une fortune d'appartement. Moi, j'ai dit non. Puisque là-bas, à township, on payait rien. Mais je pouvais faire les économies. Et comme le Zoulou et le Xhosa, c'est des langues bantoues, en fait, tout de suite, je l'ai compris. En fait, quand tu parles Zoulou, quelque part, tu parles Lingala, quelque part, tu parles Kikongo, mais avec énorme accent. Et quand je commençais à parler un petit peu leur langue, et le père de ma maison, il m'appelait Mfundisi, puisque j'ai chanté l'hymne national sud-africain, mais à Kikongo. Puisque l'hymne national sud-africain, c'est une chanson ancienne des ancêtres bantous. Que moi, j'ai entendu ma grand-mère, chanter ça tout le temps. Et c'est là où il m'appelait Mfundisi. Et tout d'un coup, tout le quartier m'appelait Mfundisi. Mfundisi, ça veut dire pasteur. Et des jeunes criminels, ils peuvent pas toucher un pasteur. Donc, je t'ai protégé quelque part. Donc, c'est quelque part, j'ai découvert des choses. J'ai avancé. J'ai dit, je lâche pas. Je vais aller. L'univers t'aide. Il t'aide à trouver des solutions. Donc, c'est comme ça. Mais c'était un énorme parcours pour arriver à avoir un permis. Dans une école je parle pas très bien anglais. Et c'était l'école africanaire qui parlait afrikaans. Afrikaans, c'est une langue des blancs sud-africains. Quand tu l'attends, tu comprends rien du tout. Mais j'ai fini par avoir mon code. Par la volonté. Et puisque je savais, moi j'ai connu des trucs dans la brousse, quoi. Je sais. Et je savais que les jours où je vais me mettre au volant pour mon premier test, je vais épater l'autre qui va être à côté de moi. Ah, c'est bien. C'est très bien, ça, c'est bien. On aime ce genre d'histoire, c'est beau. T'es un homme déterminé, tu nous fais du bien, mon frérot. Mais après tout ça, après le permis, c'était quoi la suite, du coup? Ben, la suite, c'est aussi la magie de la vie. C'est aussi la magie de la vie. Et en fait, dans le pub, là, des clients qui venaient, certains clients qui venaient dans le pub que j'ai bossé, c'était les techniciens de cinéma. Moi, je ne savais pas. Moi, c'est des clients qui viennent, qui boivent leur coup, qui se picolent, après ils rentrent. Moi, mon objectif, je garde votre bagnole. Quand il sort, il me file un petit billet, un petit pièce. Ça s'arrêtait là. Et la seule personne que j'avais vraiment de contact, c'était Clive. Parce que Clive, c'était devenu mon grand frère, que son âme repose un peu. Et c'était comme un guide que l'univers avait mis dans mon chemin pour protéger mes rêves. Vraiment. Parce que j'ai eu des contacts même spirituels avec ce personnage-là très, très fort. C'est vraiment un âme qu'on se connaissait, je pense, dans notre vie. Je suis sûr et certain. Puisque ce mec, c'est chez lui que j'ai découvert le cinéma. C'est chez lui que j'ai
j'ai découvert des techniques. En fait, un jour, il y avait des clients, l'un des clients qui était complètement bourré. Mais complètement bourré. Ronnie, qui est cité dans la... Bien sûr. Complètement bourré. Mais il ne me calculait pas, ces jeunes-là. Il ne me calculait pas. Mais ils venaient avec des nanas. Certaines nanas, ils me disaient quand même bonjour. Tu vois, des blanches qui me disaient bonjour, how are you, Antonio? Parce que Clive leur parlait, mais aidez ce mec, il est bien, il est gentil, il est génial. Ce mec vous êtes là, lui, il est dehors, dans le froid, il garde vos bagnoles, machin, tu vois. Et il leur faisait la morale à l'intérieur, moi, je ne savais pas tout ça là. Et des fois, quand ils arrivaient, des hommes rentraient, j'ai resté avec 3-4 nanas dehors qui me parlaient, qu'on parlait. Et des fois, leur mec ne me donnait rien, mais ils me donnaient un peu, tu vois. Et c'était juste mes sœurs, quoi, tu vois. Et un jour, Vanessa sort. En fait, son mec, Ronnie, était complètement bourré, mais sous la table, quoi, mais complètement bourré. Et Clive n'était pas là. C'est Jenny qui était là. Donc, Jenny, c'était l'associé de Clive. Qui a dit, mais va dire à Antonio. Antonio peut t'aider, il n'y a pas de souci. Va dire à Antonio. Et Vanessa vient me voir. Elle me dit, mais Antonio, excusez-moi, il y a Ronnie qui est complètement bourré. Je ne sais pas quoi faire. Je dis, mais il n'y a pas de souci. Hein. Viens, je rentre dans le pub. Je vois un mec sous le table, je le sors, je le mets dans mes épaules. Je l'amène dans la bagnole, boum. Et Vanessa me regarde, me fait, mais comment je vais faire quand on va arriver à la maison? Je rentre dans sa bagnole. Ils habitaient pas très loin du pub. Je rentre dans sa bagnole. On arrive chez eux. J'y prends Ronnie, juste dans son lit, tac. Et je répare. Je rentre. Je continue mon boulot. Et lui, les matins, il se lève dans son lit, quoi. Mais complètement bourré. Mais il dit, mais comment ça se fait? Comment je suis là? Ben, Vanessa a dit, ben, tu vois, les mecs, vous détestez là. Pour rien. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a aidé. C'est lui qui t'a porté comme un bébé. Ce mec-là, ah ouais, d'accord. Et il commençait à me parler. Et il commençait à traîner ses potes, à me parler. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des liens. Des liens de parler, machin. Moi, j'ai adoré puisque j'ai amélioré mon anglais, on parlait. Et un jour, on parle, il me demande, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans ta vie? Tu veux vraiment toujours faire car watch, rester là? Si tu as des idées, moi, je peux t'aider. Je regarde, je fais, mais de quoi il me parle? Et là, j'étais vraiment à des doigts de perdre mon code. Puisqu'il fallait que je passe mon dernier test. Je dis, ben, oui. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Je dis, tu sais, je suis en train de me battre pour mon permis de conduire. Hein. Je vais avoir un permis poids lourd. Ah bon? Tu vas avoir un permis poids lourd? Pour conduire des camions? Mais c'est génial. Il dit, ouais. J'ai dit, oh non, attention, moi, je vais pas conduire je vais pas livrer des coca, je vais pas livrer du pain. Moi, moi, je vais travailler dans le cinéma. Hein. On dit, quoi? Tu veux travailler dans le cinéma? Donc, tu cherches ton permis, d'avoir ton permis pour travailler dans le cinéma? T'en es où ton permis? T'as eu le code? Je dis, oui, j'ai eu mon code. Ça fait combien de temps? Je lui ai expliqué. Elle dit, oula, tu vas le perdre là? Je dis, mais comment il connaît tout ça là? Quelque part, je dis, bon, c'est un blanc, bon, il connaît tout, tu vois? C'est vrai. Et il m'a dit, mais oula, tu vas le perdre là, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut passer les tests, c'est vite là pour avoir ton permis. Je dis, ben, oui. Il a dit, ben, tu sais quoi? Moi, je suis régisseur général. Je suis transport manager dans le cinéma. Mais je te jure, j'ai tremblé dans ce moment-là qu'il m'a dit ça. Je suis transport manager. C'est moi qui embauche des chauffeurs dans le cinéma. T'as ton permis aujourd'hui, demain tu bosses dans le cinéma. Moi, je te mène dans le cinéma. Mais tu vois,
Bernard, elle aussi, elle bosse dans le cinéma. Tu vois, Rocco, là, je découvre que, en fait, tous ces jeunes-là, ils bossent dans le cinéma. Il m'a dit, demain, je te donne rendez-vous, là. Demain, à telle heure, sois là, je te filme cette somme-là, tu passes ton dernier test. Je suis sûr que tu auras ton permis. Et là, je suis en train de construire mon camion de caméras et c'est toi qui vas les conduire. Je te jure, cette nuit-là, j'avais pas dormi. J'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule, quoi, tu vois. Quelque part, je dis, mais non. J'arrive, je m'allonge, je dis, mais putain, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie, là? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu t'es sacrifié, il y a un moment, tu n'as plus l'espoir, mais tu continues quand même. Et quand tu arrives au but, tu fais, mais non, c'est pas vrai. Je crois pas. Oui, c'est un vrai. Et le jour où j'arrive là, il était là avant moi. Je rentre dans sa bagnole, on arrive dans un ATM, il met sa carte, il tape dans la machine, il sort une somme, il me dit, tiens, vas-y, va chercher ton permis. Je lui ai dit, mais Ronnie, je vais te rembourser. Il a dit, c'est pas grave, ça on parlera après, mais vas-y, va chercher ton permis. Comment tu peux comprendre, même toi-même, dans ce moment-là, avec tous les sacrifices, tous les parcours, tout, et tout d'un coup, j'étais même pas anéanti, mais j'avais l'impression d'être, tu vois, c'est, parce que moi, j'ai jamais demandé dans ma vie. Mais jamais. Même quand j'avais faim, j'arrivais chez des potes, il y avait la bouffe, je disais que j'avais bien mangé déjà. Je suis quelqu'un qui peut résister jusqu'à toucher l'odeur de la mort. J'ai pas peur. J'ai jamais demandé dans ma vie que donnez-moi ça, aidez-moi. Jamais. Et là, j'étais là, et quand je suis reparti à l'école, j'ai payé mes tests. Les mecs, ils n'ont pas compris, puisque je venais de payer. Je te jure, à l'école, j'ai donné 50 rands pour faire un test et 300 rands. Je paye 50 rands. Je paye 50 rands. 2 semaines après, je viens payer 50 rands. Dès qu'il y a 300 rands, je cale les rendez-vous. Je viens conduire. Toujours, je payais comme ça. Et tellement ils étaient habitués à moi, ils m'aidaient. Ils me disaient, mais putain, mais tu risques de perdre ton pote. Et ces jours-là, j'arrive avec ces sommes-là et je les retiens. Tout est là. Mes derniers tests et mes tests au trafic là où il t'es fait le permis, tout est là. Il m'a regardé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui est tombé sur toi ou quoi? Donc voilà, c'est là. Après j'ai eu mon permis et t'as travaillé. Et c'est très bien, c'est très bien. Donc du coup, tu travaillais officiellement dans le cinéma. T'avais atteint ton rêve. Là, c'était très bien. Mais t'es resté combien de temps en Afrique du Sud? Et je restais 98, 99. Et j'ai quitté l'Afrique du Sud en 2005 pour le Maroc, pour venir tourner Indigène. Exactement. Donc voilà. Donc du coup, c'est très bien. Voilà, t'es resté pas mal de temps en Afrique du Sud et via ton travail, tu t'étais amené à bouger. Donc ça, c'est une très bonne chose. T'es parti au Maroc pour le tournage d'Indigène. Mais moi, je veux que cette fois-ci, tu nous parles de ta femme que tu as rencontrée lors du tournage
Dis-moi tout, s'il te plaît. Ouais, c'est Fanfan, Francesca, qui est arrivée. C'est une ange qui apparaît encore dans la vie, quoi. Et puisque, en fait, à l'Afrique du Sud, je pensais pas de quitter l'Afrique du Sud. J'ai vraiment pensé de s'installer là-bas, avec Gisèle et des enfants. Et quand j'ai commencé dans le cinéma, tout de suite, des techniciens en Afrique du Sud, ils ont des agents. Donc, j'avais mon agent. Et mon agent, il connaissait toute ma vie, donc ils m'ont aidé pour faire venir ma femme et mes enfants. Donc, et tous les dossiers s'étaient prêts à Oumafez, et tout était calé, et ils avaient juste besoin des passeports, numéro de passeport pour qu'ils aient le visa là-bas, tout ce qui est des démarches. Donc, j'envoie de l'argent. L'argent que je me dis à Gisèle, cet argent que je t'ai envoyé, tu peux acheter 10 passeports. Mais je te demande juste de sortir un passeport et de mettre les enfants dans ton passeport et de m'envoyer le numéro de passeport. Et bon, après, il y a de l'argent, des fois, ça fait tourner la tête. Ça fait tourner la tête, auquel je la condamne jamais, puisque la situation qu'il était sur place, sur le terrain, moi, j'étais pas... voilà. Et tu peux rappeler pour les gens qui savent pas ce qu'elle a fait? Eh ben, elle a pris l'argent, elle a pris les enfants et s'est barrée en Angola. Elle s'est barrée en Angola, et l'Angola où moi j'étais, je pouvais pas mettre mes pieds, puisque c'était dangereux pour moi. Et c'était vraiment une énorme déception, puisque tout était calé. J'avais trouvé l'école pour les enfants, j'avais trouvé la maison qu'on va vivre, et donc j'avais mon agent qui m'a aidé, et Ronnie, tous ces familles que j'avais créées. Donc tout était positif. Tout d'un coup, tout s'effondre, et j'étais tellement déçu, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire, et quand il est arrivé en Angola, il a été escroqué en Angola. Et tout d'un coup, c'était galère, mes enfants qui galéraient encore en Angola. J'étais obligé de renvoyer encore des sous en Angola. Après, j'ai eu des soupçons des gens qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué des choses qui s'est passées là-bas. Donc, elle n'était pas seule, elle était accompagnée. Donc, voilà. Et cette personne qui était soi-disant à sa vie, mais qui maltraitait les enfants, donc c'était encore un bonheur qui se transforme dans une souffrance, quoi. Et je pouvais pas la blâmer non plus. Elle avait trouvé quelqu'un, peut-être c'était bien pour elle, mais c'était pas bien pour les enfants. Et j'ai tout fait pour que les enfants retournent à Kinshasa, pour que, voilà. Et je commençais à avoir des contacts pour que les enfants retournent à Kinshasa, pour que j'allais faire venir en Afrique du Sud que les enfants. Donc, j'avais décidé de les faire venir. Je vais vivre avec mes enfants. Donc, elle était déjà occupée. Donc, je pouvais pas la blâmer non plus. Donc, et c'est là, donc, c'était une période où j'ai tourné... j'ai préparé un tournage avec Patrick Swayze. Et j'ai fait même un énorme accident pour ce tournage-là, auquel j'ai fait un tonneau dans mon camion. Et ce qui était magique, aucun des matériels qui était abîmé. Et j'étais sorti seul, sauf. J'étais sorti comme... voilà, j'ai pas sauté, donc j'ai vu les tonneaux jusqu'au bout, et tac, les camions qui s'est couché à côté, et tous les convois qui étaient derrière moi, il y en a mes potes qui pleuraient déjà, quoi, qui disaient mais c'est fini, quoi, il est mort. Et quand le camion s'est arrêté, j'ouvre la porte et je sors, et tout le monde me regarde, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un mécanicien général qui est venu, ils ont vérifié, ils ont compris que l'axe qui était pété, machin, donc encore une autre chance. Donc voilà, donc j'ai
j'ai fini ce film-là et c'est là où on m'a proposé, mon agent m'appelle, il me propose un film en Namibie, un film français en Namibie, avec une équipe caméra que j'ai bossé et que j'aimais beaucoup, Edna, et qui me disait que ça va être un film très très dur, on va tourner dans le désert, dans des dunes, machin, donc il va faire très chaud, on aura 2-3 caméras, donc j'ai vraiment besoin de toi, donc moi, plus on me fait confiance, plus je suis heureux dans mon métier. Et ce qui est drôle, l'agence m'appelle une semaine après, il m'appelle, tiens, il y a un film, il y a une équipe américaine qui vient de m'appeler, qu'ils ont besoin de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben non. J'ai déjà dit oui à Edna, donc j'ai pas changé. Il me dit, ben bon, écoute, tu vas payer, tu vois, ces films français, je donne l'exemple, hein. Oh, tu vas être payé 1 000 € par semaine, par exemple, par mois. Mais le film américain, ils vont te payer 5 000 par mois. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai dit à mon agent, mais écoute, moi, je fais pas ce métier pour l'argent. J'ai confiance à Edna. Edna, et elle s'est calée sur moi. Si je lui dis que je pars pas avec elle, c'est une déception pour elle. Donc, je peux pas faire ça. Donc, moi, je pars avec Edna dans Namibie. Trouver quelqu'un d'autre pour ces films-là. Ok, d'accord. Et c'est le film que j'ai raconté, Fanfan. C'était écrit. C'était écrit. Voilà. Tout était écrit. Et tu as rencontré cette fameuse Fanfan, Francesca. Tu t'es marié avec elle. Ça fait maintenant plus de 15 ans. Ouais. En 2007. On s'est rencontrés en 2005 et on s'est mariés en 2007. C'est ça. C'est ça. Magnifique. Magnifique. Et quelques temps après, Mehdi ainsi que Stallone t'ont rejoint. Exactement. C'est avec Fanfan, on a fait regroupement familial et j'avais fait retourner les enfants à Kinshasa chez mes parents. Et le regroupement familial qui nous a pris beaucoup de temps encore, mais en résistant. Et 2009, on a accueilli Mehdi et Stallone. C'est bien. Voilà. C'est bien qu'on salue au passage. Hein. Voilà. C'est très bien. Et aujourd'hui, tu fais quoi de ta vie? Aujourd'hui, je suis toujours dans le cinéma et je m'occupe de... Je me prépare, je suis grand-père. Mm-hmm. Oh, félicitations. Voilà. Je suis grand-père, 2 fois grand-père, donc je me prépare pour courir avec mes petits-enfants bientôt. Ah, c'est très bien, c'est très bien. De leur faire montrer un peu l'Afrique, ouais. de leur faire montrer la terre des ancêtres. Ah, c'est très bien. En tout cas, Koeta, merci sincèrement de nous avoir partagé ton histoire. Honnêtement, t'as une histoire folle. Tu viens de loin, tu reviens de très loin, clairement. T'as toujours le sourire et c'est ça qui est beau. T'as presque tout vu, pour pas dire tout. T'as jamais touché les baïnois. Non. J'ai toujours résisté. Ça, c'est et bien. c'est bien aussi. C'est pour ça que, tu vois, je le mets sur le ton de la rigolade, mais c'est très bien en tout cas. Et merci pour ce que tu es, pour l'homme que tu es, parce que clairement, tu nous fais du bien. Tu nous donnes envie de remonter les manches nous-mêmes et de foncer. Exactement. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir et je suis super content que cette histoire continue. Ça fait du bien. Voilà, partout que cette bouquin passe, ça laisse des traces et c'est ça qui est bien. C'est ça le plus important. Dans des lycées, j'ai fait des petites interventions dans des lycées où j'ai vu des jeunes qui m'ont fait des témoignages. Et ça fait vraiment du bien de voir que, voilà, ça fait du bien aux gens. Et c'est qu'un parcours. Ah, c'est qu'un parcours.
C'est bien, c'est bien. En tout cas, merci, Kweta. Merci à toi, frérot. En tout cas, merci de m'accueillir chez toi. Et avec tous ces sourires aussi, donc c'est réciproque. Donc, merci beaucoup. Merci, Kweta. Et voilà. Merci, ça fait plaisir. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon frérot Kweta pour WeHustle. Mes paroles valent tiers. Peace! We hustle, baby.